La République démocratique du Congo est victime d'une agression sans précédent venant du Rwanda. Je vois beaucoup de personnes dire que les dirigeants congolais sont faibles, l'armée congolaise est faible. Ça peut être vrai, mais aujourd'hui, la chose qui est claire dans tout ça, c'est que la RDC est victime d'une agression de la part du Rwanda. Sinon, le Rwanda n'a ni l'étendue géographique, ni la démographie, ni la puissance économique pour prétendre annexer une partie du Congo. C'est tout simplement parce que le Rwanda est soutenu par des multinationales, par des puissances étrangères qui veulent exploiter la République démocratique du Congo. J'ai entendu le ministre français des Affaires étrangères dire qu'il s'indigne de l'attaque des représentations diplomatiques à Kinshasa. Mais on n'a pas entendu la France condamner de vive voix l'agression du Rwanda contre la RDC. Ça, c'est des choses qui méritent d'être signalées, qui méritent d'être mentionnées. Et avec un raisonnement simple, on peut se rendre compte de ce qui se passe. Dans l'est de la République démocratique du Congo, vous avez la présence des FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous avez la présence de l'armée qui a été envoyée par la communauté des États de l'Afrique de l'Est, la SADC, aujourd'hui remplacée par les Sud-Africains. Vous avez toujours dans cette zone les forces recrutées, c'est-à-dire les groupes armés privés recrutés par le Congo pour la sécurité. Et au-delà de ça, vous avez la MONUSCO qui est présente. Comment tous ces groupes, comment toutes ces armées peuvent fléchir face au M23? En réalité, la guerre ne se fait pas seulement avec le M23, ça se fait en complicité avec tous ceux qui sont représentés là-bas, y compris la MONUSCO. Ça fait combien d'années que le Congo est en train de dénoncer l'inefficacité de la MONUSCO pour que celle-ci quitte la mission des Nations Unies au Congo, pour que celle-ci quitte le territoire congolais pour une efficacité face aux groupes armés. Mais il est important de revisiter le passé pour comprendre l'origine du soutien des puissances occidentales et surtout des multinationales au Rwanda. De 1994, le génocide rwandais, quand vous prenez la France, ils avaient soutenu le régime Hutu de Juvenal Habyarimana qui a perpétré tous les massacres contre les Tutsis. Et cela a fait que Paris aujourd'hui se sent coupable, se sent même responsable de ce qui s'est passé au Rwanda. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont tendance à fermer les yeux sur tout ce que Kigali fait dans la région parce qu'ils veulent se rattraper dans l'histoire. Maintenant, au-delà de ça, depuis que le Rwanda a décidé de quitter la zone francophone, vous voyez qu'aujourd'hui, la France est en train de les courtiser. La représentante de la francophonie, la première responsable de la francophonie, Louise Mujikivabo, est aujourd'hui rwandaise. On connaît tout le lobby que le Rwanda a fait pour que celle-ci soit à ce poste, parce que Paris veut simplement ramener Rwanda dans le giron francophone. Au-delà de ça, vous prenez, comment on appelle ça, la Grande-Bretagne. Depuis que le Rwanda a dit qu'ils sont dans le Commonwealth, ils sont soutenus par la Grande-Bretagne. Les financements au niveau de l'éducation, les financements au niveau des projets sociaux, les financements au niveau de la santé, des infrastructures au niveau du Rwanda, beaucoup de fonds sont drainés par la Grande-Bretagne pour appuyer le développement et le régime rwandais dans la zone. Et il y a eu même l'accord récemment signé entre les Britanniques et le Rwanda pour le rapatriement de certains immigrés, pour le transfert des immigrés vers le Rwanda, pour que ceux-ci puissent vraiment continuer à ce niveau. C'est le nouveau régime qui vient de mettre fin à ça et la justice britannique qui a mis fin à ça. Quand vous prenez les États-Unis, aujourd'hui, Paul Kagame est le seul chef d'État africain qui arrive à faire 98% ou 99% des suffrages au niveau des élections sans aucun concurrent. Et il est invité dans la plus grande partie des universités américaines pour animer des panels, pour animer des conférences. On n'a pas fait ça pour Omar el-Béchir. On n'a pas fait ça pour Robert Mugabe. Ça veut dire tout simplement que Kagame est adoubé par les Américains quelque part. Et aujourd'hui, ce monsieur est en train d'imposer sa suprématie au niveau du Rwanda. Il se positionne comme étant le seul interlocuteur des Occidentaux pour la stabilité dans la région. Quand vous prenez, comment on appelle ça, les opposants rwandais, les droits de l'homme, la liberté de la presse, ça n'existe pas au Rwanda.
mais personne n'en parle. Les puissances occidentales, personne n'en parle. Alors, pour comprendre aussi ce soutien, tout ça, pourquoi le Rwanda aujourd'hui agresse la République démocratique du Congo, c'est à cause des ressources naturelles et des matières premières, notamment ce qu'on appelle le coltan, le cobalt. Vous avez appris que le M23 a mis la main sur la mine de Rubaya dans l'est de la République démocratique du Congo. Goma, je rappelle que Goma représente à peu près 60 à 70% des réserves mondiales de coltan. Et le coltan, je vais vous dire, c'est cette matière première qu'on prend pour fabriquer plusieurs matières électroniques aujourd'hui. Les condensateurs, les avions, les smartphones, les ordinateurs. Donc, c'est un élément très important aujourd'hui dans le circuit économique mondial. Et la mine de Rubaya, à elle seule, représente 15% de l'offre mondiale. Ça veut dire quelque part, c'est une manne financière importante dont le Rwanda, à travers le M23, vient de mettre la main dessus. Parce que le coltan, d'après les statistiques qu'on a appris récemment, c'est 120 tonnes de coltan qui sont extraits de cette mine, transportés de Goma via le Rwanda. Et cela représente mensuellement à peu près 800 000 dollars. On n'est pas loin des 1 million de dollars. Cela contribue à financer ce groupe armé qu'on appelle aujourd'hui le M23. Voilà un peu les enjeux économiques par rapport à ce combat que la RDC est en train de mener face à une diversité d'adversaires que sont le Rwanda, les rebelles, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un conflit entre Congolais et Congolais, c'est un conflit sous-régional, c'est un conflit international dont le monde entier mérite de comprendre. Le Rwanda, ce n'est pas une superpuissance, c'est un petit pays. Si les membres du Conseil de sécurité veulent que ce conflit-là s'arrête aujourd'hui, ce conflit-là va s'arrêter parce que tout simplement, le Rwanda n'a pas les moyens aujourd'hui de s'imposer en République démocratique du Congo. Vous allez me dire que l'armée congolaise est faible, les dirigeants congolais sont faibles. Je suis d'accord, je suis conscient de cela dans la mesure où l'armée fait face à des querelles d'ego entre les généraux introduits par Félix Tshisekedi, le remaniement qu'il a fait au sein des services de renseignement par rapport à l'équipe de Kabila qui était là. Mais il y a aussi et surtout le fait que le Congo est un vaste pays, c'est à peu près 2 millions de kilomètres carrés, difficile à contrôler, 4 fois la France, c'est pas facile. Et ce pays-là aussi est en proie à d'autres difficultés, des problèmes sanitaires. Quand vous prenez aujourd'hui les épidémies, que ce soit le paludisme, que ce soit le choléra, la fièvre Lassa, Ebola, le Congo fait face à une multitude de problèmes, ce qui fait que même les dirigeants n'arrivent pas à contenir ou à circonscrire ces problèmes-là. Donc c'est difficile au-delà de ça de faire face encore à une agression internationale. Nous estimons que la résolution de cette crise passera nécessairement par une fermeté de la communauté internationale en condamnant la violation du droit du Congo, de l'intégrité territoriale du Congo, parce que cela repose sur les principes des Nations Unies. Le droit international exige le respect de l'intégrité des territoires, la souveraineté nationale, mais aussi le respect de la non-agression entre les États membres de la Charte des Nations Unies. Ça, c'est fondamental. Mais je vais dire quelque chose aux dirigeants africains. Il faut que les gens fassent attention, que ce soit l'Union africaine et toutes les organisations sous-régionales, la communauté des États de l'Afrique centrale, des États de l'Afrique de l'Est, la CEDEAO, tout le monde doit donner le ton pour demander au Rwanda d'arrêter cette agression. Si on ne le fait pas, c'est à nos dépens. Il se pourrait qu'un jour, la Gambie veuille annexer une partie du Sénégal. On se rappelle de ce qui s'est passé en Casamance. Il ne serait pas exclu que même à côté de chez nous ici, que le Libéria vienne s'accaparer d'une partie de la Guinée, ainsi de suite. Donc, ce qui se passe en RDC doit nous interpeller tous pour que ce conflit-là cesse, pour que les Congolais puissent vraiment recouvrer l'ensemble des territoires et vivre en harmonie. Il faut également que les autorités congolaises acceptent d'intégrer ce qu'on appelle les minorités Tutsi. Il y a plusieurs communautés au Congo, mais aujourd'hui, toutes les minorités Tutsi sont marginalisées et que le Congo également s'engage à ne pas soutenir les exilés Hutus qui viennent du Rwanda pour une éventuelle déstabilisation du Rwanda. Je pense que ce n'est que par ça
qu'il y aura la résolution de cette crise, la fermeté de la communauté internationale surtout, surtout.